Alors aujourd'hui dans le podcast L'Instant Outdoor, c'est un intervenant qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur les sujets des sports outdoor. Et pourquoi ? Eh bien parce que c'est un navigateur. Stan Turet, qui est un navigateur et qui est basé à Concarneau, m'a reçu sur son bateau Everial et je t'en remercie. C'était un échange qui était vraiment très passionnant, très inspirant. Et le milieu de la voile et du trail et du sport outdoor en général ont beaucoup de points communs et on a beaucoup à apprendre chacun l'un de l'autre. Alors Stan est aussi ultra trailer avec notamment l'échappée belle à son actif. C'est un échange que je vous invite à écouter et à réécouter et à partager s'il vous a plu, parce que moi j'ai passé un très très bon moment et j'espère que vous aussi vous en passerez un très très bon en notre compagnie. A tout de suite dans l'Instant Outdoor. Bon, aujourd'hui je suis avec Stan, on est dans son bateau Everial. Merci Stan de m'accueillir sur ton bateau. Merci à toi de m'inviter sur ton podcast. Et c'est avec grand plaisir, c'est pas souvent que je fais des enregistrements comme ça en présentiel, parce que les trailers sont souvent en montagne. Là on n'est pas vraiment sur le trail, même si toi aussi tu es trailer. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu Stan s'il te plaît ? Ouais, alors je m'appelle Stan Turet, j'ai 34 ans. Je suis skipper, je fais de la course au large, c'est mon métier depuis 3 ans maintenant. Et avant ça, j'ai travaillé dans le cinéma, j'étais assistant réalisateur. Et puis voilà, j'ai fait un petit changement de vie, un petit changement de trajectoire. Je passais tout le temps mes vacances en Bretagne, ici au sud de Quimper, en face de Concarneau. J'ai toujours fait de la voile avec mes parents. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, j'avais envie peut-être, tu vois, d'aller voir un peu ce qu'il y avait plus derrière l'horizon. J'ai vu des petits bateaux qui faisaient 6,50 m qui traversaient l'Atlantique et je me suis dit allez vas-y, j'y connais pas grand chose mais je m'achète un bateau et on se donne un défi de traverser l'Atlantique. Et là ça c'était en 2014, j'ai mis 3 ans pour m'entraîner pour faire la mini transat, qui est une course en solitaire, sans assistance, sans communication avec la terre. Et ça j'ai fait ça en 2017. Après j'ai eu la chance d'embarquer en tant qu'équipier sur des IMOCA, les bateaux du Vendée Globe, parce que du coup je faisais un peu d'image et donc j'étais embarqué comme ça. Et puis j'ai fait aussi une très belle transat sur un trimaran ultime avec Yves Leblévec et Samantha Davis, Samantha qui est une des grandes figures du Vendée Globe et avec Initiative Cœur. Et donc j'ai pu traverser, donc j'ai déjà fait 3 transats et donc maintenant là je m'apprête en fait à faire la transat Jacques Vabre là au début novembre, le 7 novembre, je vais partir du Havre sur mon bateau, donc un classe 40 qui fait 12 mètres. Et je vais traverser l'Atlantique en double avec Mathieu Crépel, un snowboarder surfeur. Mais ça, je vais peut-être t'en dire quelques mots après, quoi. Ouais, avec grand plaisir, on va pouvoir parler de tous ces projets-là. Alors, tu disais que tu faisais de la voile quand même avec tes parents. C'est pas du coup un sport qui est complètement inconnu pour toi. Comment ça se passait avec tes parents dans ton enfance quand tu allais faire ces navigues, je sais pas comment on dit d'ailleurs. Ouais, ces petites navigations. Ouais. Bah écoute, je pense que ça vient il y a eu dans les années 60 un grand boom de la plaisance. C'était, si ça te parle, les petits 420, les petits 47, c'était les débuts des vacances un peu sympas. Et c'est vrai que c'était très à la mode à un moment donné de l'histoire en France d'avoir son dériveur, de le tracter derrière sa voiture et d'aller en vacances et puis de faire de la voile sur les plages, quoi. Et mon grand-père, parce que j'ai grandi en région parisienne, mon grand-père a acheté un petit bateau. Il l'a mis sur la Seine, il a appris tout seul et puis après il a appris à mon père et puis mon père m'a appris à faire du dériveur, mais c'est resté très un loisir comme on irait faire du trail ou du VTT ou comme ça, quoi. Et moi c'est vrai que j'ai toujours eu ce côté où j'aimais bien. Je me souviens que les premières fois où je suis monté tout seul sur mon petit dériveur et tu te retrouves tout seul sur l'eau, il y a plus aucun bruit, il y a ce côté où tu dis ok, là je suis face à moi-même. Si jamais je déconne, c'est moi qui gère, je dois gérer mon bateau, je dois gérer la météo, je dois gérer tout ça. Je pense que c'est ça au fond de moi qui me plaît beaucoup dans la voile et dans ce côté de reconnexion à la nature, de se dire voilà, je vais dans un élément que je connais pas et où je peux pas tout maîtriser, quoi. Et c'est vraiment surprenant cette capacité que vous avez les skippers à justement garder votre sang-froid, et c'est primordial parce que si tu es seul et qu'il se passe des merdes techniques, on entend souvent sur les traversées comme ça des problèmes techniques, des bateaux qui perdent leur mât, ça arrive. Ça arrive, ouais. Tu es obligé de garder ton sang-froid. Comment est-ce que toi t'as eu cette capacité mentale de garder justement ton calme et de ne pas paniquer, de ne pas céder à la panique? Bah écoute, je pense que c'est un trait de caractère. Après, je pense que tous les skippers sont pas comme ça. Il y en a qui sont très
très sanguins, on va dire, qui vont réagir dans l'excès, voilà, moi je me suis surpris parfois à être avec des équipiers, ils sont très calmes à terre, et puis en fait en mer ils ont une toute autre personnalité. Et j'imagine que peut-être que dans la course à pied, il doit peut-être y avoir ça, parfois ce côté aussi de se dire, bah voilà, quand je suis dans la souffrance, quand je suis dans le dur, je peux me transformer un peu. Moi, je sais qu'effectivement, dans les cas où ça commence un peu à merder, je reste très calme et au contraire, je pense que c'est de la perte d'énergie que de s'exciter, de faire de l'afflux sanguin à un mauvais endroit. Je pense qu'il faut... Nous, c'est marrant, on dit souvent quand on a un problème, et ça, je pense que c'est un conseil qu'on pourrait retrouver... Tu vois, j'ai fait j'ai découvert le monde de l'ultra trail au mois d'août. Là, j'ai fait l'échappée belle, les 84 km, et je voyais plein de gars qui étaient pas bien et en fait, nous, il y a un conseil qu'on dit tout le temps, c'est quand ça va pas, tu vas manger un truc, tu vas faire une sieste, et après tu prends une décision. D'accord. Parce que sur le moment, tu es dans un truc un peu dur, tu te sens pas bien et tu peux être à même de prendre une mauvaise décision. Alors qu'on se rend compte qu'en fait, on perd beaucoup au niveau cognitif quand t'as pas mangé, quand t'as pas dormi, quand t'as pas bu. Important aussi l'hydratation. Et donc, ouais, je pense que de réussir à rester calme et à pouvoir avoir du recul, à analyser la situation, c'est un trait de caractère qu'ont les skippers parce que, bah, en fait, comme tu l'as dit, je pense que c'est un des rares sports où on peut pas faire pause. On peut pas dire temps mort, je souffle, je m'arrête. Alors en trail, parfois, tu es dans des endroits un peu à la con et tu n'as pas le droit de t'arrêter. Enfin, c'est un peu tendu, mais globalement, tu peux toujours te dire ok, là, je fais un break, je m'allonge, je souffle. Moi, je peux jamais faire ça en fait. Enfin, il y a des moments où ça se passe très bien, où c'est calme, mais quand il y a une tempête qui dure, et ben, le bateau, il va pas s'arrêter, il va continuer d'avancer. Et c'est là où il faut prendre sur soi mentalement pour justement travailler ce côté de se dire bah ok, je suis là, bah ça continue et il faut que je prenne sur moi. Et là, du coup, c'est vrai que là, j'ai fait un peu de sophrologie quand j'ai commencé le bateau et ça aide beaucoup à faire de la visualisation positive, faire du relâchement, réussir à s'endormir. C'est plein de thématiques qui sont importantes pour la gestion d'une course, quoi. Et tu as une anecdote particulière à nous raconter d'un moment comme ça qui aurait été très compliqué à gérer? Écoute, le dernier que j'ai en tête, tu vois, c'était au mois de septembre. Je fais septembre 2021. On fait une course compliquée entre la Normandie, l'Irlande. On repasse dans la Manche au sud de l'Angleterre. Et on était en double avec un pote qui s'appelle Nico. Et bah écoute, on passe la marque en tête en Irlande. Tout va bien, mais on sait qu'on voit sur les fichiers météo qu'il y a un fort vent de nord-est qui arrive et donc qui se canalise dans la Manche. On sait qu'il y a des grands coefficients de marée, que la Manche, c'est pas très élevé. Il faut se dire, imaginer qu'il y a 20-30 mètres de fond dans la Manche, même si ça paraît loin, mais c'est pas beaucoup. Et on se retrouve d'un seul coup avec le vent qui monte à 25, 30 nœuds, 40 nœuds, 45 nœuds, avec une mer qui se lève et des creux de 3-4 mètres, mais hyper courts, avec une période de vague qui fait que, en fait, quand tu as des grandes vagues, mais qu'elles ont une longue oscillation, tu arrives à passer. Là, quand elles sont très très courtes à cause du vent et de la marée, c'est des mers où il faut imaginer que en fait, ça devient un shaker à l'intérieur et ça devenait vraiment compliqué, quoi. Et dans ces moments-là où tu peux vraiment te poser la question de se dire quel est l'intérêt d'aller forcément casser le bateau, de se faire mal. Là, tu vois, on est dans le bateau, tu es en train de le visualiser. Alors, je ne sais pas si ça parle aux gens, mais ça fait 4,50 m de large. Et en fait, quand tu es sur la tranche, quand le bateau se met sur le côté, bah, faut imaginer qu'à l'intérieur, on fait vraiment de l'escalade, quoi. Et tu peux plus te déplacer sans avoir une main qui se tient sur le bateau. Donc dans cette situation-là, bah, tu vois, on a pris un moment la décision, même si on était quasiment en tête, on était dans le paquet de tête. C'est là où tu peux te dire aussi, on parle de sens marin, de se dire, bah, comme dans le bon sens en montagne, parfois de se dire, bah, là ça le fait pas, il y a un orage, il y a un truc, on n'y va pas. Bah, là c'était un peu pareil en mer et on s'est dit, ok, bah, on fait escale, on s'arrête parce qu'on le sent pas. Et tu vois, moi je pense qu'on a pris une bonne décision parce que derrière... il y a plein de gars qui ont cassé leur mât, qui ont cassé des éléments structurels du bateau. Moi, j'ai recassé une pièce le lendemain. Donc voilà, ça fait partie aussi du jeu parfois de se dire bah, la nature est plus forte et il ne faut pas forcément chercher à être les meilleurs. Et ça dépend aussi des objectifs qu'on se fixe. Moi, j'avais d'autres choses derrière. Et donc voilà, ça fait partie du jeu de toujours de se dire ok, c'est un sport mécanique, il y a le facteur humain qui est dedans, mais il y a aussi la nature qu'il faut observer. Et moi, j'aime bien dire que quand je fais du bateau, je me pose pas en opposition avec la mer ou avec le vent, mais ce que je cherche, c'est une sorte de
d'état un peu magique où j'arrive à faire que tout s'aligne et que mon bateau soit en phase avec les systèmes météo. Et quand tu arrives à trouver ce petit moment-là où toi tu dors bien, ton bateau va bien, tu arrives à être au bon moment, au bon endroit, avec les systèmes météo à les comprendre, bah là c'est une sorte de super équilibre qui est hyper agréable, quoi. En tout cas, c'est une espèce de flow en fait que vous allez chercher, de communion avec la nature. Ouais. Et de toute façon, je pense que ça peut pas marcher si tu veux aller si tu fais que bourriner, si tu passes en force, ça le fait pas en fait. Et je pense que c'est voilà, ma découverte de l'ultra m'a fait ressentir ça aussi, de me dire il faut accepter que la nuit tu vas aller moins vite, il faut accepter que ton alimentation va pas être optimale, qu'il faut écouter son corps, faut être ça c'est quelque chose que je trouve aussi très parallèle avec l'univers de la course au large et le trail, c'est que faut être attentif aux petits signaux. Tu vois, moi souvent quand je suis en bateau, parfois je me dis ah tiens là j'ai un peu froid. Je pourrais continuer à ne pas mettre ma polaire, mais si mon corps m'envoie un mini signal et que le fait que j'y pense, c'est-à-dire que mon corps le ressent. Et donc ça, il faut être à l'écoute de son corps. Pareil quand t'as soif, si t'as la moindre petite petite flash, petite alerte qui dit hey, tiens j'ai soif, faut boire tout de suite quoi. Et je pense que c'est pareil en trail, il faut encore plus l'anticiper, d'être vraiment attentif aux micro détails. Et ça parfois on peut se dire bah non je verrai plus tard, ou non j'attends le ravito, j'attends un autre truc. Mais si tu peux le faire, faut écouter son corps, quoi. Le corps, il est quand même très très bien foutu et on peut vraiment, encore une fois, un des parallèles, c'est que on découvre que notre corps peut aller tellement loin. Tu vois, quand sur le bateau, on fait des siestes de 20 minutes, on se met dans des états pas possibles, on va vraiment chercher les limites de ce qu'on peut faire. Alors, c'est peut-être pas de la performance physique, parce que voilà, l'effort le plus long, ça doit être 8 minutes pour rehisser la grand voile. Mais par contre, tu fais ça à 4h du matin, en pleine nuit, quand t'es froid, t'as pas bien dormi. Puis ton corps, il travaille tout le temps, t'es toujours en déséquilibre, donc tu travailles beaucoup la proprioception. Donc mine de rien, t'es toujours à travailler, tu consommes quand même de l'énergie. Et c'est vraiment de l'endurance fondamentale, je pense, en fait. Donc ouais, là-dessus, il y a plein de choses à dire, quoi. Ouais, et puis rien que le fait de rester, comme tu dis, en activité, en fait, de rester debout, on a en plus dans notre société actuelle de moins en moins l'habitude, on est de plus en plus sédentaire, beaucoup de travail sur l'ordinateur. Bon alors toi tu dois pas y être très souvent, là sur le bateau ça bouge beaucoup, mais ça demande une vraie endurance, une vraie capacité. Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'ultra trail, parce qu'on a tendance à mettre des fois en opposition un peu la mer et la terre. Ouais. Toi tu as un petit peu ces deux casquettes là. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette pratique là? Je suis un trailer amateur, c'est vrai que j'ai découvert le trail en Bretagne, je pense, j'ai dû faire mes premiers trails en 2013. J'avais jamais vraiment couru, je courais juste pour mon plaisir en fait, parce que j'aime bien ça, j'aime bien me défouler, j'aime bien voilà, encore une fois, courir dehors, c'est le truc que j'aime le plus, quoi. Enfin, je comprends pas bien les gens qui font du sport en intérieur, je suis obligé d'en faire un petit peu parce que on a des charges sur le bateau qui sont spécifiques et donc on fait du travail un peu à pousser un peu de la fonte. Mais si je peux aller juste courir et choper les embruns et être dehors, c'est aussi un moment où je trouve on a beaucoup de liberté de penser, de réfléchir à plein de choses. Et c'était quoi la question? Pourquoi est-ce que tu es parti sur l'ultra trail? Ah, l'ultra trail, parce que justement sur le côté mental, tu vois, le côté se dire quand je suis sur un bateau, j'ai pas le droit de m'arrêter et il faut que j'aille toujours chercher à repousser un petit peu la petite limite que parce que voilà, aussi bien en trail qu'en course, t'as forcément un moment des facteurs qui vont te dire ah putain j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux jambes, ou ah je suis fatigué, je vais aller dormir. Et faut se dire que ce seuil là, en fait on peut tous, ça se travaille et tu peux constamment les repousser et aller plus loin. Et en fait c'est vrai qu'à un moment j'ai commencé à me mettre dans les sports d'endurance parce que justement ça m'intéressait de voir jusqu'à où je pouvais pousser mon corps et repousser les limites via mon esprit, quoi. Et le cerveau contrôle beaucoup de choses. Et donc moi je considère que de faire de l'endurance, du trail ou même du triathlon, j'ai inventé un super Ironman, le Finisterman. Voilà, c'était un défi, mais ça fait partie de ça, de se dire je vais repousser la limite et comme ça derrière ça devient plus facile pour moi en mer et pour les autres sports que je fais, quoi. Surtout que t'as pas choisi en plus l'ultra le plus simple. Il paraît. L'échappée belle, c'est un des plus techniques de France. Ouais, je pense que sur les 83 j'ai dû courir 5 bornes, quoi. Mais après j'étais hyper à l'aise, tu vois, le fait de, comme tu dis, en Bretagne on n'a pas de pente pour s'entraîner, mais par contre je pense qu'il n'y a pas une sortie où je vais pas courir dans les cailloux. Et du coup le fait de courir dans les cailloux où en plus t'as des algues, il y a de la marée, ça glisse.
Moi, je suis arrivé là sur les cailloux, tout le monde disait c'est compliqué. Moi, je sautais de part en part. J'ai adoré en fait les cailloux de Beldon. Super expérience quoi. Ouais, et puis nous on a les digues pour s'entraîner. Génial. Alors, qu'est-ce qui a été pour toi le plus compliqué à gérer finalement du coup sur ce premier ultra trail que tu as fait cette année? Et ben, en fait, je me suis pas beaucoup entraîné parce que du coup, je fais beaucoup de bateaux et mon objectif c'est la Jacques Vabre, donc la Transat en double. Et du coup, j'ai eu l'occasion de faire une semaine en montagne, mais plus en mode rando. Et là, j'ai découvert qu'en fait, quand tu te mets à courir beaucoup en descente, et ben c'est compliqué. J'ai découvert les muscles excentriques et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que ça allait pas du tout. Enfin, au 55e kilomètre, la descente qu'on a eue de nuit là, ça m'a tué les ischios, tout ça. Et j'ai eu un début de TFL, je pense, mais plus sur la hanche. Et j'ai eu un ongle incarné, alors que j'ai jamais eu ça de ma vie. Et c'était rigolo. Et là, tu vois, petite anecdote que j'ai trouvée très intéressante, justement sur ce qu'on se disait sur le côté mental et le rôle du cerveau, c'est qu'à un moment, on se chope un orage. Il est 2h du mat, on est sur des crêtes. Moi, je commence à vraiment... C'est vrai que maintenant, je regarde beaucoup la météo, j'avais bien étudié le truc, mais en montagne, c'est encore tellement particulier, tellement des phénomènes locaux. On se chope un orage, il se met à pleuvoir, mais complet. Il y a des orages, ça pète, je pense, à 500 mètres. J'étais vraiment pas bien du tout. En plus, j'étais avec des bâtons, je savais pas quoi faire. J'étais sous un arbre, je me suis dit, bon, je fais quoi? Je suis dans la forêt. Et là, je vois un mec qui passe en courant et je me dis, bah, toi, il y a un réflexe humain. Je me dis, bah, allez, je vais vers essayer de rester avec quelqu'un, quoi. Il s'avère que le mec était sur le 150, il était complètement cramé de chez cramé. Et je pense que il m'avait bien mis 1 minute. Et là, d'un coup, je me suis dit, allez, je le rattrape. Et là, je pouvais plus poser mon pied. À chaque fois que je posais mon pied, j'avais mon ongle qui me faisait mal, j'avais mes genoux qui me faisaient mal. Et là, j'ai fait la descente de ma vie, je pense. Enfin, c'était glissant partout. Et en fait, d'un seul coup, j'ai réussi à courir parce que tu vois, le côté adrénaline, un peu survie. Et là, le cerveau, je pense qu'il a un peu, tu vois, enlevé la douleur. Et j'ai pu faire toute une descente de 5 bornes. J'ai rattrapé le mec, on a continué ensemble. Et on avait plus mal. Lui avait mal aussi, mais le fait qu'il y ait l'orage, on a tous réussi, tu vois, à se dépasser, à aller plus loin. Après, la douleur est revenue quand c'est redescendu. Mais sur le moment, tu vois, de se dire aussi, bah, le cerveau, il est capable de libérer un peu le corps de la douleur, quoi. Ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Ce qui me surprend toujours sur ce phénomène de la douleur, c'est à l'arrivée. C'est que les derniers kilomètres, tu arrives à courir, tu passes la ligne d'arrivée, il y a tout qui commence à gonfler, tes genoux, tes chevilles, tes pieds, t'as des douleurs au bras que t'avais pas avant. Ah ouais, c'est fou, hein. C'est assez incroyable ce phénomène-là de l'arrivée et puis de la capacité du cerveau justement à faire abstraction ou à, je sais pas, à libérer quelque chose qui fait que des douleurs apparaissent. Ouais. Ça en bateau, c'est des choses que vous retrouvez aussi? La douleur? Ouais. Tu vas pas l'avoir dans le... Tu vas avoir une fatigue générale qui s'installe. En gros, tu pars très très bien et assez vite tu te rends compte qu'il faut que tu t'économises parce que la course elle dure en général une trentaine de jours. Donc je parle pour des transats. Donc il faut que tu te mettes un peu dans un mode où tu dois te préserver. Donc tu vas te faire mal sur le moment, c'est un peu comme du fractionné. Et il faut que en fait plus tu fais une manœuvre vite, plus elle est efficace et plus tu es en sécurité. Si tu laisses traîner tes voiles qui vont battre ou ainsi de suite, c'est pas bon. Donc il faut réussir à se dire ok, là je vais me mettre une bonne charge et derrière je peux souffler. Donc c'est plus dans ce sens-là où on va se faire mal et se faire mal dans des moments, tu vois, où c'est souvent la nuit, quoi. La nuit, t'es cramé, t'as plus toutes les lumières et c'est comme si tu étais en pleine nuit au bout de ta deuxième nuit d'ultra et tu dis bah là je me mets un sprint dans la montée, quoi. Et là tu dis bon bah là en fait ça le fait pas, quoi. Donc faut réussir à trouver le seuil, trouver le pourcentage auquel tu peux attaquer. Mais là où c'est rigolo, c'est que tu vois, encore un comparatif, quand on fait des petites courses nous de 24-48 heures, là pour le coup on dort vraiment pas en bateau et j'ai ressenti vraiment la même sensation vraiment bizarre de flottement, tu vois, quand tu termines ton trail, que t'as l'impression d'avoir un peu une barre au crâne, tu sais plus trop où t'en es, t'essaies de dormir mais t'arrives pas vraiment à dormir. Ça c'est un peu pareil. Mais par contre sur le trail, et ben là tu vois, moi j'ai mis 26 heures, j'ai jamais eu envie de dormir au milieu. Et ça j'ai trouvé ça étonnant. Le fait de se dire que le corps est en mouvement, que tu cours, que tu es actif. À un moment j'ai essayé de fermer les yeux parce que je suis assez doué, je pense, tu vois, pour m'endormir dans les endroits pas possibles et quand il y a du bruit. Et en fait, j'avais tellement le sang qui bouillonnait, mon corps qui savait qu'il fallait continuer, qui restait 35 bornes, et j'ai jamais réussi à m'endormir. Donc ça, je pense que c'est encore un autre sujet. Mais sur le sommeil, je pense que les ultra-trailers arrivent à ressentir ce que nous, on ressent au bout d'un moment quand on est vraiment en fatigue, quoi. Voilà. Souvent, on dit que les premiers signes, enfin du moins, on peut courir sans dormir pendant 30 heures. Au-delà de 30 heures,
Là, il y a nécessité de dormir, c'est intéressant, souvent, pour donner un temps. Voilà, mais tu vois, pareil, un moment quand même, au milieu de ma nuit, parce que j'ai fait qu'une nuit, j'ai quand même eu un début un peu de, pas d'hallucination, mais quand même, tu vois, il y a un gros rocher blanc j'ai cru que c'était un chien, tu vois. Et ça nous arrive souvent en bateau, nous, quand on est un peu cramé, ça t'arrive de voir une vague et tu te dis merde, il y a un rocher, ou alors c'est un casier, mais tu crois que c'est une balise ou un truc comme ça. Et ouais, faut faire attention un peu. C'est les petits signaux visuels, auditifs. En bateau, moi, c'est surtout l'audition. Je commence à entendre des trucs, il y a des gens qui me parlent et tout. Les sirènes, en fait, ça vient de là, quoi. Donc, ah oui, d'accord. Ouais. Okay. Les premières hallucinations, elles viennent d'abord, en tout cas pour moi, tu vois, côté auditif, quoi. J'entends des trucs, ça se met à siffler. Et c'est un peu bizarre. Je sais pas si en trail on a ça, mais en tout cas, j'ai eu un début d'hallucination visuelle en trail, quoi. Si, souvent ça à partir de la deuxième nuit. Moi, ça m'est déjà arrivé de les racines et les rochers de penser que c'était des personnages de Disney. Donc là, tu te dis qu'est-ce qu'il y avait au ravito précédent. C'est bizarre. Hein. Ouais. Ça fait vraiment bizarre. Ça fait peur. Mais je souhaite aux gens de le vivre parce que ça. C'est une bonne expérience. Il y a pas besoin c'est la meilleure des drogues. Voilà. Alors là, Stan, tu es en train de préparer la Transat Jacques Vabre. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que c'est que cette Transat aussi? Déjà rappeler pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, la Transat Jacques Vabre, c'est vraiment on va dire que c'est la 3e plus grosse course à la voile dans le milieu de la course au large. C'est une Transat qui part du Havre, qui historiquement, c'est la route du café. Ils se sont dit, tiens, on va faire la route du café. Il y a un sponsor, Jacques Vabre, qui a mis de l'argent, qui fait du café. Et donc, il y a beaucoup de café au Brésil. Donc, cette course-là, elle est traditionnellement au Brésil. Là, c'est la première fois qu'elle va aller en Martinique parce que les conditions sanitaires dues au Covid ont fait qu'au Brésil, c'était pas la joie. Donc, ils se sont mis assez tôt à se dire, on contrôle un peu le truc en allant en France. Et en fait, historiquement, on se rend compte qu'en fait, les premiers grains de café ont été plantés en Martinique. Donc, c'est en plus un clin d'œil à l'histoire qui est sympa. Mais donc voilà, c'est une course en double. On doit sortir du Havre. On est dans la Manche au mois de novembre. Les nuits sont longues. Il va faire froid. Mais en fait, assez vite, tu sors de la Manche en 24-36 heures. Ensuite, tu traverses le golfe de Gascogne, qui est juste le pire endroit pour naviguer quasiment au monde. Tous les gars qui font des tours du monde te disent toujours que les pires tempêtes, elles sont dans le golfe de Gascogne. Donc on traverse le golfe de Gascogne, on arrive à la pointe Finistère, le cap Finistère qui est la pointe espagnole. Ensuite tu longes le Portugal et moi je vais devoir aller jusqu'au Cap Vert, les petites îles du Cap Vert, paradis du trail aussi. Et là je partirai à droite et ensuite on fait un grand bout. En gros il y a 8000 km, on va mettre une vingtaine de jours, au moins 3 semaines pour arriver là-bas et on devrait arriver fin novembre en Martinique, quoi. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça représente la préparation d'une transat comme ça? Eh ben, c'est un sport mécanique. Donc, il y a 2 facteurs. Il y a le facteur humain et le facteur mécanique. Donc, déjà, pour traverser, il faut avoir un bateau qui tient la route. Donc, c'est beaucoup de fiabilisation, d'optimisation. Moi, ça me fait marrer parce que si on compare au trail, c'est vraiment, tu vois, comme tu préparerais ton sac, de te dire, est-ce que je vais avoir les bons éléments dans le sac, que ce soit pratique, s'entraîner à sortir les éléments, les ranger, savoir où tu vas trouver les trucs. C'est pareil en bateau, quoi. Tu dois te dire que ça doit être à ta main, à ta manière de fonctionner, que tu dois avoir des automatismes, des petits réglages. Et donc, il faut bien préparer son bateau, connaître ses forces, ses faiblesses, connaître les voiles que tu vas mettre pour tel angle au vent, suivant telle condition. Et puis, donc ça, c'est un travail qui se fait, que je fais depuis 2 ans. En fait, tu vois, j'ai le bateau depuis 2 ans et il n'y a pas eu de transat depuis 2 ans. Donc voilà, donc là, le bateau, pour moi, c'est carré et je sais où je vais avec ce bateau-là. Et après, côté humain et performance humaine, c'est beaucoup de prépa physique, on va dire. Faire un gros bloc, on a fait un gros bloc de travail en début de saison pour se mettre à niveau. Et puis derrière, après, dès que tu navigues, en fait, t'entretiens cette forme. Et là, tu vois, je suis dans une période où je fais plus du travail de qualitatif, de faire du travail de force un peu explosif. Mais je sais que l'endurance, la caisse de base, je l'ai. Et maintenant, je suis presque, tu vois, on est à 1 mois du départ. Je suis plus aussi dans du relâchement et à faire beaucoup de sommeil et beaucoup faut arriver frais, quoi. Si tu arrives fatigué sur une transat, c'est pas possible, quoi. Donc comme sur un ultra, en fait, je pense. Ouais, pourtant c'est la dernière ligne droite, ça doit être le moment où tout s'accélère un peu. Ouais, c'est pas facile à gérer parce que tu as des sollicitations médiatiques, tu as pas mal de choses à faire avec le sponsor, avec plein de choses.
Mais faut réussir à prendre des petits moments où tu dis ok, je coupe, je débranche le téléphone et je me mets dans ma bulle et je me repose. Et ouais, c'est intéressant ça. Voilà. Et surtout que la particularité de la transat Jacques Vabre, c'est que c'est en binôme. Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Quelle est votre histoire et comment est-ce que vous allez vous entendre sur ce bateau pendant écoute, 22 l'histoire jours sans dormir? elle est toute simple. C'est que en fait, comme je te dis, c'est un sport mécanique et les bateaux avec lesquels je cours, mes concurrents, en fait, il y a des évolutions. C'est comme alors dans le trail, tu peux pas dire que telle paire de chaussures va aller plus vite, mais il y a quand même. Enfin voilà, nous c'est un peu ça. Et il y a des bateaux aujourd'hui qui sont plus rapides que le mien. C'est structurellement, les bateaux vont plus vite. Ils ont une forme différente. C'est comme si tu comparais des skis des années 90 et des skis paraboliques. Bah voilà, ils vont pas à la même vitesse dans la poudreuse. Ils sont spatulés, ils vont flotter un peu. Et donc dès le départ, on savait que mon bateau pourrait pas jouer la gagne. On peut pas aller jouer un podium ou quoi que ce soit. Enfin, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais en tout cas statistiquement, ça serait compliqué. Donc on s'est dit qu'avec mon sponsor, on voulait faire un projet plus communication et voilà, faire une belle transat. Et moi, je me suis dit que je voulais justement porter des valeurs environnementales. C'est un sujet qui me touche particulièrement parce que on se rend compte voilà, qu'on a un super terrain de jeu, qu'on est sur l'eau, qu'on l'utilise. Mais c'est surtout quand tu reviens à terre que tu te rends compte que en fait, on n'est pas obligé de vivre de la... Enfin, notre mode de vie qui est devenu une habitude terrestre, quand tu vis sur un bateau où tu vois, j'ai pas de toilette, je prends pas de douche, tu te douches avec l'eau de pluie ou alors avec l'eau de mer et tu te rinces avec l'eau qui vient de ton désalinisateur. Tu vis avec vraiment pas grand chose, tu arrives à manger avec très peu de choses. Voilà, quand t'as froid, tu mets un pull, tu vis avec du 12 volts, tu éclaires avec une lampe frontale. Et c'est vrai que moi, quand je suis revenu de la première transat, je me suis dit waouh, en fait, il y a un truc qui va pas dans notre mode de vie et c'est hyper dur d'en sortir parce que on a tous pris des habitudes, nos grands-parents ont pris des habitudes, nos parents ont des habitudes, et malgré tout, on se rend compte qu'il va falloir changer. Ça pourra, enfin voilà, tous les rapports scientifiques aujourd'hui disent que il faut qu'on change. Voilà, il y a une transition à faire, elle va pas être facile et forcément ça passe par une perte de confort et on n'a pas envie de perdre de confort. Donc voilà, c'est pas facile. Mais tout ça pour dire que c'est quelque chose qui me tenait à cœur de porter comme message. Et donc on a rencontré la Water Family, qui est une super asso qui fait de la sensibilisation via le prisme de l'eau, de montrer que l'eau est un bien précieux, ça va devenir une source d'enjeux majeurs d'ailleurs dans le futur, encore plus que ça ne l'est déjà aujourd'hui. Donc on va porter ce message de dire aux enfants, faites attention à ce que vous consommez. Mais c'est pas que l'eau directe, c'est aussi l'eau indirecte que tu manges dans ton alimentation. En fait, l'eau, elle est partout. Elle est dans ton jean, dans ton iPhone, dans plein de trucs. Et ça, c'est vraiment un truc qui me touchait. Donc, mon sponsor était partant pour aller là-dessus. Et il se trouve que j'avais rencontré Mathieu Crépel, qui est un gars que je suis depuis que je suis gamin. J'adorais ce qu'il faisait en snowboard. Et lui, il a d'autres projets d'expédition aussi. Voilà, il a quitté le monde de la compétition, mais il continue d'être hyper actif, tu vois, sur le côté environnemental. Et Mathieu, on s'est rencontrés un peu par hasard à Concarneau, là, chez Kéros, l'entreprise de Roland Jourdain, double vainqueur de la Route du Rhum, qui lui aussi est vachement dans cette envie environnementale. Et Mathieu, en fait, est le fondateur de la Water Family. Voilà, donc en gros, on va sur cette transat et pour faire une belle course sportivement, donner le meilleur de soi-même, parler de dépassement de soi, de tout ce que tu veux, de toutes ces valeurs qui aujourd'hui sont quand même fortes et donnent du sens à nos projets, et on espère peuvent inspirer les gens à faire des transitions dans leur milieu. On ne demande pas aux gens d'aller faire une transat, tu vois, on leur demande pas, mais chacun à son échelle, on peut se fixer des petits objectifs et se dire bah voilà, on peut faire des changements, quoi. Et le fait d'en plus, tu vois, d'avoir cette vision avec la Water Family et les enfants, moi je suis allé dans on aura vu quasiment 300 enfants là au départ de la Jacques Vabre. Et je leur parle de bateau, je leur parle de voilà, comment je vis simplement, tout ce que je viens de te raconter. Et j'espère qu'on arrive à planter, tu vois, des petites graines et se dire, montrer aux enfants et aux grands-enfants qu'on peut vivre d'une autre manière. Souvent, tu vois, moi j'ai arrêté de manger de la viande rouge en 2008, je crois. Et souvent, il y a encore cette vision-là très forte, mais qui change. Enfin, j'ai l'impression que là, dans le milieu sportif, ça commence un peu, tu vois, à bouger. Mais il y a quand même, aux yeux du grand public, quand tu dis que tu manges pas de viande mais que tu fais du sport, il y a un truc qui bug chez les gens. Les gens ne pensent pas qu'on peut manger, tu vois, dans les légumes, dans tout ça, dans les graines qu'on peut manger, qu'il peut y avoir des choses différentes. Et là, tu vois, j'ai la chance d'avoir un partenaire technique, Baou Organic Nutrition,
que j'ai rencontré un peu par hasard, parce que tu vois, pareil, je m'intéressais au trail et j'ai vu qu'ils faisaient des super produits. Et je me disais, bah voilà, en fait, les réflexions que eux ont sur le trail, ça marche aussi en bateau. Tu vois, un truc très con, mais au début, quand j'ai commencé, il y avait plein de gars qui me disaient, ouais, on prend du Coca, on prend du Red Bull la nuit pour tenir. Et en fait, au début, j'ai essayé et j'étais pas bien du tout. Et je me dis, en fait, non. Et après, tu vois, en allant chercher un peu des infos sur la nutrition, la chrononutrition, la micronutrition, de comprendre ce qui se passe quand tu ingères du sucre et te dire qu'en fait, bah oui, tu as un pic hyperglycémique et que derrière, bah, ton corps, il est pas bien, que ton cerveau, il devient addict. Et enfin, voilà, tous ces paramètres-là, je les ai découverts plus via le trail et c'est pour ça aussi que je trouve ça hyper intéressant de connaître son corps, de savoir ce que tu manges pour bien le digérer et tout, parce que mine de rien, ton deuxième cerveau, c'est ton ventre. Ouais. Donc voilà, voilà, c'est en tout cas la Jacques Vabre aujourd'hui, elle fait beaucoup de sens pour moi avec tous ces messages-là au départ, quoi. Voilà. D'accord. Et donc Mathieu, qui va t'accompagner, quels sont quelle est son expérience en voile? Mais très peu, il faisait pas de bateau à part il faisait du kata enfin sur la plage, tu vois, avec ses potes et pour se marrer. Après, c'est un mec qui a grandi dans la nature, donc c'est un gars qui a l'habitude, tu vois, de regarder les nuages, de regarder la météo, et qui a aussi fait des très belles expéditions en Alaska. Enfin, il a fait plein de choses. Donc il est habitué, tu vois, justement à cette perte de confort, à cette sobriété. Et quand il est arrivé sur le bateau, en quelques jours, il était hyper à l'aise. Mais par contre, c'est vrai qu'il connaît pas la stratégie météo, il connaît pas. Là, on a fait une formation accélérée sur comment se manœuvre un bateau, tu vois, parce que c'est comme tu l'as dit tout à l'heure quand tu es arrivé, il y a des bouts et des ficelles. Voilà, nous on dit pas des cordes, on dit des bouts, mais il y en a partout. Chaque paramètre est réglable et donc. Bah moi je suis hyper content aussi de partager ça avec lui et lui arrive aussi avec sa fraîcheur et son regard neuf et du coup bah, quand on veut partager une histoire, parce que c'est aussi ce qu'on a envie de faire, c'est aussi de partager une belle histoire, bah, c'est hyper intéressant d'avoir un gars comme ça qui est hyper ouvert et qui est curieux d'apprendre. Curieux, c'est vraiment un mot important, tu vois. Moi j'ai pas envie d'être au final on se rend compte que bah, c'est normal, là, quand tu arrives dans un nouvel univers tu es hyper passionné avec des yeux neufs, mais au bout d'un moment tu t'habitues. Mais on s'habitue et moi je commence un peu à être habitué à tout ça, donc c'est plus compliqué pour moi de raconter des choses. Et là, le fait d'avoir Mathieu à bord, même s'il y connaît rien, il est aussi hyper solide physiquement, hein. Ouais, j'imagine. Physiquement c'est une machine, donc voilà, c'est une paire de bras, une paire d'yeux pour observer les choses, pour m'aider et puis voilà. Et puis après quand tu es sur un bateau, faut qu'il y ait aussi une bonne ambiance à bord. Et là tu vois, on a fait une qualification de 5 jours, on a été au phare du Fastnet en Irlande. Ça s'est hyper bien passé, donc je suis assez confiant sur notre collaboration, quoi. Voilà. En tout cas, j'adore cette folie de vue de l'extérieur, de s'en lancer là-dedans sans avoir. On pourrait penser que pour se lancer là-dedans, il faut avoir une grosse expérience de voile. Ouais, mais moi c'est un truc que je dis souvent. Tu vois, je connaissais pas grand-chose et en fait ça c'est un truc que je dis tout le temps un peu partout, c'est que l'aventure en fait, elle est un peu partout, quoi. Tu vois, moi je pense qu'il y a certaines aventures que j'ai faites, je les ai faites en Bretagne et c'était terrible. J'avais fait une traversée de la Bretagne genre en VTT tout seul et tu dis bah voilà, tu te retrouves en pleine nuit à 4h du mat perdu dans les monts d'Arrée en VTT. Et ben je vais te dire, c'est l'aventure, hein. T'as pas besoin d'aller forcément très très loin et c'est pareil en montagne. Faire de la rando, partir en trail, c'est accessible. Et oui, c'est sûr qu'il y a une tendance, peut-être même une surexposition aux grands exploits qui est, tu vois, quand on voit des mecs des stars du trail comme François, comme Kylian, tu dis bah ouais, ça donne envie, mais c'est peut-être pas pour tout le monde. Mais par contre, ça ouvre cette porte de dire en fait, t'as pas besoin d'aller forcément très loin, tu peux t'amuser à ton échelle et à ta manière avec tes moyens. Et même si t'as envie d'aller faire du bateau mais que t'y connais rien, et ben tu vas dans un petit club de voile, tu vas prendre un petit dériveur qui est pas compliqué et tu vas te faire juste une petite nave, un petit objectif de te dire tiens, je vais juste dans la prochaine baie. Et ça peut déjà être une aventure de dingue. Et c'est chacun à son niveau. Moi, forcément, quand tu grandis, quand ton niveau augmente et tu t'habitues, donc la connerie devient de plus en plus grande. mais chacun peut s'amuser. Et moi, j'ai envie de dire que voilà, moi, je m'amuse là aujourd'hui à faire une transat. Demain, ça sera peut-être autre chose. Mais en tout cas, il faut encourager les gens à sortir, à aller jouer dehors et ne pas se mettre de limites. Je pense que c'est hyper important aujourd'hui de se reconnecter à la nature, quoi. On a oublié un peu tout ça dans notre mode de vie sédentaire et tu vois, le fait de se réveiller avec le soleil, de dormir avec le soleil, de comprendre ce qui se passe la nuit.
de vivre tout simplement avec la nature, quoi. Puis ça, c'est quelque chose que j'incite beaucoup aussi à faire tous ceux qui m'écoutent et qui veulent bien m'écouter. C'est de se lancer comme ça dans des défis un peu non organisés, non structurés, de partir comme ça, faire une traversée d'un GR, pas forcément sur des dizaines de jours. Bah, tu vois, c'est vraiment ça. Là, tout à l'heure, j'ai parlé très rapidement du Finisterman, qui est une épreuve que j'ai inventée. Il faut que je la développe dans le futur, parce que c'est parti d'une connerie de se dire, tiens, j'ai pas le temps de faire j'ai pas le temps de me préparer pour faire un Ironman. Enfin, si tu veux faire un truc bien, c'est 6 mois, 8 mois de préparation. J'avais pas le temps de faire ça avec mon programme bateau. Et à un moment, je me suis dit, tiens, ce qui serait marrant quand même, là, je devais faire le tour du Finistère à la voile. Et je me suis dit, tiens, ça serait drôle, tu vois, d'enchaîner de dire, tiens, je vais nager, je fais 3 km 8, je monte sur mon bateau, je fais le tour du Finistère. Et puis derrière, bah, comme par hasard, ça fait pile poil 180 km quand tu traverses. Et j'ai trouvé un lieu d'arrivée où après, je fais un bout de chemin côtier et 42 km. Et ben, j'ai monté ça tout seul. C'était pas une course, mais j'ai pris un plaisir de dingue même à organiser le truc, tu vois, dans ma tête. Et ce qui est fort aussi, quand tu te le mets toi-même, alors je pense que de faire des compètes, c'est super, parce que ça te fixe un objectif, t'as une date, puis à un moment t'es obligé d'y aller et t'y vas, quoi. Et ça, c'est chouette. Mais parfois, le fait de se dire, ok, je compte pas que sur les autres, mais je m'organise moi-même, je prépare mon itinéraire, je vais chercher les infos, et ben ça fait partie aussi d'une autre formation et qui est vachement enrichissante aussi, quoi. C'est à mon avis, c'est vraiment fondamental de se mettre des défis comme ça, des objectifs. De toute façon, on parle beaucoup des objectifs pour se driver, pour se motiver. Sur cette transat, qu'est-ce qui va être le plus compliqué à gérer? Est-ce que c'est la mécanique du bateau? Est-ce que c'est la cohabitation à deux? Est-ce que c'est le manque de sommeil? Ou est-ce que c'est un petit peu tout ça? Bah, c'est un peu tout. Après, ce qui est marrant en bateau, c'est que parfois ça se passe bien, parfois ça se passe mal, tu sais pas pourquoi, et ça s'aligne. Donc ce qu'il faut, c'est aussi accepter. Tu vois, pendant le premier confinement, il y a beaucoup de marins qui ont. Même moi, le premier, j'ai fait des espèces de petits. Comment dire, une petite liste de conseils, de se dire qu'en fait, on maîtrise pas les choses. C'est-à-dire que là, je pars. J'espère que tout va se passer au mieux. J'essaie d'enlever les facteurs qui sont des risques potentiels. Mais je sais qu'il y aura forcément une part d'inconnu. Et cette part d'inconnu, bah, il faut l'accepter. Donc c'est peut-être ça qui est le plus dur, c'est de se dire, bah ok, là, j'espère faire peut-être, tu vois, un top 15. J'espère réussir à me donner à fond, à faire le meilleur de moi-même. Mais par contre, si ça se passe pas bien, bah faut aussi savoir peut-être réévaluer ses objectifs. Et c'est pareil en course à pied. Tu pars peut-être parfois avec un truc et puis bah en fait c'est un mauvais jour. T'as pas les jambes et tu dis bah en fait je vais essayer, tu vois, de trouver autre chose, de trouver un autre truc et de me raccrocher à un autre truc. Et par contre, tu vois, un truc qui est marrant que j'avais jamais pensé, mais là tu vois, sur le trail on avait des ravitaux tous les 30 bornes. Et en fait, j'ai fonctionné comme beaucoup de monde en tronçon, de se dire, bah ok, en fait, c'est plusieurs courses. Il y a un 10 bornes, il y a un 30 bornes, il y a un 20 bornes, et ainsi de suite. Et ça c'était vachement bien mentalement. Et je pense que, tu vois, sur cette course-là, on va fonctionner comme ça par mini-étapes, de se dire, ok, déjà, il y a le départ à prendre, pas casser. Ensuite, sortir de la Manche, sortir du Cap Finistère, aller aux Canaries, aller au Cap Vert, et ensuite traverser. Et peut-être que chaque petit tronçon sera foncièrement différent. Et voilà, quoi. Ça va fonctionner comme ça, mais faut se laisser aussi surprendre dans le bon sens, quoi. Faut se laisser. Il va y avoir des inconnus, il y aura peut-être des aventures, des faits de course, on sait pas, quoi. Et c'est ça qui est beau aussi, quoi. Ouais, ça c'est génial aussi. Ça fait partie de l'aventure. Ouais, et carrément. puis c'est tout ce dont on se souvient, parce que si c'est trop facile. Ah ouais, bah clairement, si c'est facile, c'est chiant. On va chercher forcément à se mettre un peu dans le rouge, à se mettre un peu dans le dur, et voilà. Moi j'aime bien. Tu vois, c'est presque pas un hasard que j'emmène un snowboarder surfeur avec moi, parce que souvent j'aime bien dire que je pars avec l'envie de faire une belle trace, de faire une belle courbe, de jouer avec la météo, de jouer avec les systèmes météo, les dépressions, les anticyclones. Et ça, pour moi, c'est aussi une manière de se dire que je fais une belle course, c'est de donner le meilleur de soi-même et d'arriver de l'autre côté en n'ayant aucun regret, de se dire ok, j'ai assumé mes options, j'ai été au bout du truc. Et puis après, le résultat, il est là ou il est pas là. Mais en tout cas, tu t'arrives en étant fatigué, en ayant eu la sensation du travail bien fait, quoi. Voilà. Top. Bah écoute Stan, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette traversée? Quand même du gros surf, des alizés bien établis, le vent bien portant, et puis
Puis voilà, aussi de ramener des belles images et de faire rêver les gens et des inciter à chacun à leur échelle de vivre leurs rêves et de se dépasser, quoi. Voilà. Top. Bah écoute, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé et que tu aimerais ajouter pour clôturer un petit peu cette conversation pour l'instant outdoor? Non, mais je sais pas. Bah si, on pourrait peut-être dire que, en tout cas, j'étais hyper heureux que tu me contactes parce que je trouve que les deux univers du trail et de la course au large ont des choses à se raconter. Et j'adorerais dans le futur monter un événement ou en tout cas, tu vois, de créer un truc avec des trailers et pourquoi pas, tu vois, les emmener à la voile sur des îles parce que tu vois, Xavier Thévenard avait dit l'année dernière qu'il voulait plus prendre l'avion pour aller sur les lieux de course. Et bah, tu vois, il y a peut-être un truc à faire de se dire, on peut peut-être monter des espèces de courses entre nous en équipage, d'emmener des trailers aux Canaries ou au Cap-Vert et puis de faire un truc un peu plus propre. Je pense que ça serait hyper sympa, quoi. Voilà. Mais peut-être qu'on va le faire déjà à l'échelle locale en Bretagne. Ouais, il y a des très belles îles, Belle-Île, Ouessant. Même tout le GR, hein, tu vois, le trail de la Pointe du Raz que j'ai fait il y a 2 ans, là, c'est magnifique et t'as l'impression d'être en mer, quoi, en fait. Tu cours avec les embruns, tu vois les grains arriver. Donc, je suis sûr qu'il y a plein de parallèles à faire encore et de pousser le curseur encore plus loin là-dessus. Eh ben écoute, projet à suivre. Voilà. Merci à toi. Merci beaucoup Stan et Salut. puis bonne traversée. Salut. Ciao. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt dans un prochain épisode.